bien, bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents pour cette table ronde donc spéciale film de genre français. Moi, je suis Anaïs, donc productrice à Insolence Productions. Et nous sommes en présence de trois jeunes réalisateurs, dont c'est les premiers ou deuxièmes films. Juste Philippot pour La Nuée, qui est Bonjour. un film qui est donc... J'ai Oui. j'ai dit bonjour. Pardon, excuse-moi juste. Qui est donc un film qui a été sélectionné à la Semaine de la critique à Cannes cette année, Hors les murs, qui a fait sa première à Sitges et qui est donc sélectionné à Saint-Sébastien. Romain Quiro pour Le dernier voyage de l'énigmatique Paul W.R., qui a fait Le sa première à dernier, Sitges. le dernier voyage de Paul W.R., le dernier voyage de l'énigmatique Paul W.R. étant le court-métrage à la base. Le Il y avait un court-métrage piège. Il y dont avait est un piège. inspiré le long-métrage. C'est ça. Et Mathieu Turi, donc, pour le long métrage Méandre, qui a fait sa première à Sitges, et dont, je crois, tu es le seul, on sait le deuxième long métrage, puisque ton premier long métrage était Hostile. C'est ça. Donc, on va peut-être commencer chacun l'un après l'autre. Vous pouvez nous faire un petit comment dire, topo rapide sur votre parcours, votre formation, avant de parler même de la fiction, savoir exactement d'où vous venez et comment est-ce que vous vous êtes dirigé vers la fiction au fur et à mesure. Qui veut commencer? Ah, Mathieu, t'étais le premier arrivé, toi. Bon, d'accord. Alors, moi, je m'appelle Mathieu Thury. Alors, à 18 ans, je suis monté à Paris, je suis né à Cannes, ce qui n'a rien à voir avec mon envie de faire du ciné, mais c'est le cas. Et du coup, je suis monté à Paris pour faire des études de ciné. Là, j'ai fait l'ESRA à Paris, ce qui m'a permis derrière de faire des stages et en fait très très vite de travailler en tant qu'assistant réalisateur. Et je me suis retrouvé un peu par hasard sur des grosses productions ricaines qui venaient faire leurs films en France. Donc ça m'a permis de travailler avec Tarantino, Clint Eastwood, Woody Allen, enfin, des gros réals où je ne faisais que bloquer des portes ou des rues, hein, faut pas non plus. Mais voilà, qui m'a permis, en fait, j'ai fait ça pendant 8 ans. J'ai fait de l'assistanat et j'ai monté les échelons, ce qui m'a permis de rencontrer plein de gens avec toujours l'envie d'être réalisateur. Donc j'ai fait des courts-métrages entre-temps, notamment deux, enfin, je considère comme deux vrais courts-métrages, le reste étant de l'exercice. Qui m'ont permis d'accéder ensuite au long métrage avec Hostile, qui est un film complètement indépendant du système français, qui est un film tourné en anglais, produit à moitié par des organismes et l'autre moitié par des particuliers, tourné en anglais, donc voilà, vraiment quelque chose de vraiment indépendant, qui a bien marché à l'inter et qui m'a permis ensuite d'enchaîner avec Méandre très vite, qui là pour le coup est un film, on parlera de financement je pense plus tard, mais qui est fait dans le système français. Voilà. Waouh, ok. Eh ben, je vais essayer de faire aussi court et aussi concis que Mathieu. Donc moi, c'est juste Philippot. Alors, moi, j'ai un parcours qui ressemble un peu à celui de Mathieu et qui est aussi enfin, complètement différent. Alors moi, je suis parisien. J'ai fait un bac littéraire. Je suis allé me former à Paris 8, campus d'université Saint-Denis. J'ai fait un master d'option art du spectacle audiovisuel. Alors c'est marrant parce que moi j'ai suivi un copain qui m'a dit écoute viens dans cette fac parce que il y a plein de choses sympas, à commencer par des fêtes et puis surtout il y a un cursus très ouvert sur le cinéma. Et donc, j'ai suivi un copain qui est parti très vite. Donc, je me suis retrouvé seul dans cette faculté. Et moi, je viens d'une famille qui aimait beaucoup le cinéma. Donc, je me suis retrouvé à voir beaucoup de films, à rencontrer des professeurs et puis surtout à rencontrer des potes avec qui on a commencé à faire des films. Ses copains, bah, forcément, on a choisi des postes. Et puis, petit à petit, moi, j'ai choisi celui de réalisateur. Ça bah, c'est bien marché parce que mon film de fin d'études a fait quelques petits festivals. J'ai rencontré un producteur qui s'appelle Vladimir Ferral. Je parle lentement aussi pour les traducteurs, j'aimerais pas qui perdent mon fil. Donc Vladimir Ferral, producteur chez Affreux, Sale et Méchant. Ce film, eh ben, il a créé cette rencontre et puis cette rencontre avec Vladimir, il y a eu plusieurs films. Plusieurs projets. Disons que j'ai bénéficié de tous les organismes qui aidaient le cinéma, que ce soit l'aide à l'écriture, les résidences, plein de choses. J'ai fait le Moulin d'Andé, j'ai eu Beaumarchais, enfin sur différents projets, mais disons que ce qui a été pour moi, ce qui a eu un impact très fort dans ma carrière, c'est de quitter Paris
pour aller vivre à Tours. Et là, j'ai trouvé une ville dans laquelle je m'épanouissais et surtout dans laquelle j'ai pu faire mon métier, alors complètement différent, mais celui d'éducateur à l'image, parce que j'étais intervenant dans les collèges et dans les lycées. Et en fait, au-delà du développement de mes courts-métrages, j'ai aussi travaillé beaucoup avec les jeunes, ce qui m'a permis de trouver un équilibre financier et puis de me sentir aussi investi, pas simplement dans l'écriture de texte ni dans l'envie de projeter des films. Donc ça a été une sorte de tremplin parce que ça m'a fait vivre du cinéma. Et puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé du temps d'écriture. Et je vous parlais de ces développements. Des courts-métrages qui ont été de mieux en mieux produits par différents producteurs, jusqu'à arriver à une résidence créée par Thierry Lounas chez Capricci Film, une résidence qui s'appelle la résidence SoFilm de genre. Et j'ai été invité pour écrire une histoire autour d'un thème libre, puisque c'était le film de genre, le film fantastique. Et j'ai écrit Acide, mon premier court-métrage de genre. Et à partir de là, il y a eu une espèce d'effet boule de neige. Acide a très bien marché et je me suis retrouvé, comment dirais-je, dans une situation où on m'a proposé La Nuée, écrit par Jérôme Genevray et Franck Victor, comme étant le projet de mon premier long métrage. Voilà. Parfaitement résumé. Vous avez été bons, les gars, vous avez été bons. Du coup, je vais prendre le relais. Alors moi, j'ai un parcours un peu différent puisque je viens du sud de la France, d'un petit village dans le 84, dans le Vaucluse, et avec des parents qui ne connaissaient pas bien ce milieu du cinéma et qui s'en méfiaient plutôt beaucoup. Donc en fait, j'ai grandi en volant le caméscope de mon père, en faisant plein de courts-métrages avec mes frères, ma sœur et avec mes potes, que je ramenais un peu partout. Je leur faisais faire des trucs qu'ils ne comprenaient pas trop. Et à vrai dire, moi-même, je ne comprenais pas exactement ce que je faisais, mais en tout cas, j'en faisais beaucoup. J'en ai fait énormément. Et puis, en fait, mes parents n'étant pas très chauds pour que j'aille faire du cinéma à Paris, j'ai fait du droit. J'ai fait 5 ans de droit en sciences criminelles. Donc en fait, j'ai basculé dans le droit pour finalement avoir l'impression d'être dans un film, parce que sciences criminelles, ça commençait vraiment à y ressembler. À la fin, je faisais des autopsies, des trucs comme ça. J'apprenais que si j'entrais dans une pièce, je pouvais savoir depuis combien de temps le mec était mort. Donc c'était assez fun, mais finalement quand même pas vraiment ce que je voulais faire. Et du coup, en fait, j'ai tout, enfin fun, ouais. Attends, je vais peut-être. Et en fait, j'ai tout planté et je suis venu à Paris un peu sur un coup de tête et j'ai répondu. À l'époque, il y avait un site internet qui s'appelait audiovisualjob.net et c'était le seul site où il y avait une annonce qui était accessible. Il cherchait un assistant monteur et j'ai répondu à l'annonce. Le mec a vu mes courts-métrages, il a rien compris, il m'a dit bon ok, je crois qu'il n'avait pas vraiment le choix de toute façon. Et voilà, et en fait je suis parti de là, ça m'a un peu ouvert le truc et très vite en fait je me suis dit il faut que je tente des prix, il faut que je tente des concours. Donc j'ai gagné le Nikon Film Festival en 2014. J'ai gagné le Audit Talent Award la même année, qui était un concours qui mettait bien en lumière les jeunes réalisateurs. Et ça m'a mis en confiance. Le cours que j'ai fait pour le Audit Talent Award s'appelait Le Dernier Voyage de l'énigmatique Paul W.R. C'était un film de science-fiction français dans un univers un peu rétro-futuriste. C'est un cours qui a très bien marché. On a fait une centaine de festivals. On a même été présélectionné aux Oscars. Donc il y avait une vraie effervescence autour du projet pour finalement se dire qu'en fait, 17 minutes de cet univers-là, c'était un peu court et qu'en fait, ça valait le coup de creuser. Donc, je me suis dit, je savais que ça allait être un enfer de partir sur ce projet-là comme premier film. On en discutera après. Mais je me suis dit que c'est ce que j'avais envie de faire. Du coup, ce qui apparaît par rapport à ce que vous venez de dire quand même, c'est qu'il y en a 2 d'entre vous qui ont fait des courts-métrages qui ont hyper bien circulé, que ce soit en France ou à l'international. Là où toi, Mathieu, du coup, tu as fait des courts-métrages plutôt dans le cadre de l'école. Après, donc, assistant réal. Enfin, tu as fait des courts-métrages autoproduits. Non, j'ai fait. En fait, alors j'ai pas vraiment. Je me suis pas arrêté sur les cours parce que je pensais qu'on le faisait après. En fait, j'ai fait 2 gros courts-métrages. Le premier a été sélectionné à Sitges. Donc ça m'a. Alors c'était produit par moi, mais c'était des Voilà, en autoprod. courts-métrages assez gros, tournés en raid. Enfin voilà, c'était déjà du court-métrage avec une équipe. Enfin voilà, ce qui était avant était vraiment de l'entraînement entre guillemets. Et après j'ai fait un deuxième court-métrage qui était tourné en studio, qui s'appelait Broken et qui lui a pas mal marché aussi, mais c'est pas tellement les festivals. Il a gagné quelques prix dans des trucs un peu mineurs, mais c'est surtout que il me permettait de montrer du jeu d'acteur et c'est ce qui me manquait dans le premier court-métrage qui lui avait fait beaucoup de festivals. Et c'est les 2 qui m'ont permis aussi d'accéder au long. Alors toi, juste, tu as un petit peu expliqué comment est-ce que tu avais trouvé le producteur de ton long métrage, puisque c'est effectivement Capricci, que tu vas rencontrer dans le cadre de la résidence pour Acide,
c'est ça? Mhm. Et vous, du coup, Mathieu et Romain, comment est-ce que vous avez trouvé vos producteurs? Parce que c'est une question qui se pose souvent, surtout chez les jeunes auteurs qui ont envie de faire du genre en France. Bah, en fait, moi, si j'avais un conseil à donner aux jeunes, ça serait déjà déjà, nous, à l'époque, je pense qu'on est à peu près de la même génération, on n'avait pas beaucoup d'excuses. Je pense que la nouvelle génération, on en a encore moins, c'est-à-dire qu'il y a peut-être beaucoup de monde, mais en tout cas, ils ont tous beaucoup de choses pour filmer. Nous, à l'époque, on n'avait même pas d'iPhone pour filmer, c'était une galère. Enfin, moi, je me souviens que c'était quand même une galère pour trouver un moyen de filmer au tout début, quoi. Donc, si j'ai un conseil à donner, s'il y a des jeunes qui regardent, c'est il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire plein de trucs pourris, et comme ça, ils vont progresser un peu et ils vont. Parce qu'en fait, j'ai rencontré trop de mecs qui sortaient d'école, qui avaient rien fait. Et tu te dis, mais mec, t'étais dans une école, t'avais des caméras prêtées par ton école et t'as rien fait, mais comment c'est possible? Moi, j'ai jamais fait d'école, j'en ai fait des centaines, ils étaient tous nuls, mais j'en ai fait beaucoup. Donc, je pense que c'est très, très important. Et je pense que si j'avais pas fait, si je m'étais pas poussé mes potes à faire le Nikon et le Auditor Award, je n'aurais jamais fait de long métrage, ou en tout cas, je serais pas. Ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ça a été une vraie preuve. Il faut se confronter, je pense, c'est important. De se confronter, de les faire et puis de les présenter à des festivals. Il y en a énormément des festivals de court-métrage. Et puis il y a d'autres concours qui sont plus type Nikon, etc., qui donnent de la visibilité. Et c'est cool. Je pense que pour les jeunes, c'est une super opportunité. Alors, si je peux juste me permettre, parce que c'est peut-être le contrepoint qui pourrait compléter ce que dit Romain. Moi, j'ai l'impression que, indépendamment de ces concours de films terminés, il y a aussi beaucoup de choses sur des scénarios. C'est-à-dire que je parlais de la bourse Beaumarchais, je parlais de la résidence Moulin d'Andé. Moi, très, très fréquemment, je tapais concours de scénario de court métrage, tout simplement. Et en fait, il y avait des annonces. Il y a plein de festivals qui organisent différemment ces concours. Et c'est déjà une très bonne façon de se confronter à du texte. Alors, ceux qui n'aiment pas écrire, c'est un problème parce que ça demande effectivement une sorte d'effort, mais en même temps, ça structure complètement l'idée. Et puis, dans un deuxième temps, c'est à partir de là que moi, j'ai réussi à créer un réseau, à rencontrer des producteurs qui sont parfois dans les commissions de lecture, des gens qui aiment ou pas le projet, des gens qui vont vous retrouver. Enfin, à travers ces différents festivals, finalement, vous structurez vos premières rencontres et vous commencez déjà à savoir qui aime quoi, qui fait quoi. Enfin, ça vous rend plus intime dans la production. Ça ne vous demande pas simplement d'arriver et de chercher le bon producteur. Il y a comme une espèce voilà, d'ouverture vers des gens qui font ce métier différemment, avec différentes aptitudes. Et ça a été pour moi vraiment la vraie formation de rencontre. Ça a été ces concours de scénario et de court-métrage. Alors, je rebondis sur ça parce que c'est marrant. Et en fait, quand tu as dit ça tout à l'heure, je me suis fait la remarque. Je me suis dit, putain, tu devais être vraiment bon parce que moi, ça m'a dégoûté. C'est très, très vite, très tôt, les aides du CNC, ce genre de choses. Quand tu ne rentrais pas dans quand tu voulais proposer certaines choses, c'était très difficile. Les choses sont en train de changer, les choses ont déjà changé. Mais au départ, c'était vraiment très difficile. Il y avait un vrai rejet de certains genres. Et je me suis retrouvé avec des mecs de commission CNC qui m'expliquaient que la science-fiction, c'était pas en France, que c'était pas possible et que c'était pas la place de la France pour ça. Et en fait, ça m'a mis une rage, de dire à un moment l'effet inverse, en fait, de me dire, il y a ce système-là qui n'accepte pas le genre de projet que j'aimerais faire. C'est pas grave, je vais trouver des gens qui sont prêts à prendre des risques. Et on l'a fait. Pour répondre à ta question, Anaïs, c'est comme ça que j'ai rencontré Fanny Payou, productrice chez Apache, et David Danesi de Digital District, qui en fait ont pris le pari fou de partir sur mon projet en sachant, et on l'a très vite, on a payé pendant tout le temps de la prépa, qu'on ne serait jamais soutenu en fait par le schéma classique, parce que notre film ne s'y prêtait pas du tout. En fait, il sortait complètement du schéma d'aide et du point de vue qu'on peut avoir dans le genre français. On savait qu'on était à contre-courant et c'était une vraie Vous n'avez envie. pas bénéficié De rien, du des début à aides? la fin. En fait, on n'a rien eu. Rien. Même l'aide sur les effets spéciaux, on ne les a pas eu. Ça a été coup de massue sur coup de massue. Mais on est allé au bout, donc en fait, à la fin, l'histoire, elle est plutôt cool. Mais c'est vrai ça a été d'une violence, pour mes producteurs, et le combat que ça a été quand on se prenait le CNC, et même les CVS, on les a pas eu. Et ça a été ultra douloureux parce que tu te dis, on a un des films français, je pense, avec le plus d'effets spéciaux cette année. Et ils nous ont dit, ouais, mais les gars, vous reposez trop sur cette aide, donc on ne peut pas vous donner autant. Et on disait, mais c'est en même temps, si on ne peut pas compter sur vous quand on a des effets spéciaux,
comment ça se passe en fait, quoi. Donc la question c'était le montant ou ce n'était donc pas la qualité Non, du c'était pas le film, mais montant parce que mon film, je prends si on devait le chiffrer, il s'avère que David Danesi a mis en participation beaucoup d'effets spéciaux, mais si on devait le chiffrer, ça montrait un vrai à la fin à presque 1 million et on demandait 100 000 euros, donc, ou quelque chose comme ça. Donc c'était vraiment c'est un état d'esprit en fait. Et ça veut pas dire que c'est pas bien. Et en fait, je rejoins complètement Juste. Et il a raison. Et c'est quelque chose que j'ai sous-estimé. C'est important aussi de passer par ce prisme-là. Mais il faut aussi avoir en tête que pour certains genres qui sont peut-être plus, on va dire, plus mainstream, ou je sais pas, mais je sais même pas comment le dire, parce que mon film, je le considère pas comme ça. Les mecs ne le comprennent pas, en fait. C'est du cinéma qu'ils ne comprennent pas, c'est une approche qu'ils ne comprennent pas, et c'est super violent, en fait. J'ai envie de leur dire, mais en fait, qui êtes-vous pour dire que ce film-là ne mérite pas les effets spéciaux, alors qu'on l'a tourné, à l'époque là, on était en train de le tourner, on avait quand même Philippe Catherine, Jean Reno qui avait accepté, donc on n'était pas non plus, on avait gagné en crédibilité. C'est un sujet qui me chauffe un peu. Donc c'est le film lui-même, la thématique, le scénario qui a posé un souci, plus que la nécessité d'avoir... Ouais, après, je vais pas monopoliser sur le truc, mais c'est parce que c'est un film qui part du principe, qui joue avec les codes. C'est un film qui prend les codes de la SF, mais de spectacles tels qu'on les a eus quand on était petit, dans les années 80, donc qui joue avec les codes de Star Wars, Blade Runner, on va citer Luc Besson, mais qui les assume et qui prend même le parti pris. C'est la lune rouge qui menace l'humanité, avec un astronaute qui doit nous sauver. Et je pars de ce principe-là pour en fait tordre le truc, l'amener sur un truc plus intime, sur l'enfance, ça raconte d'autres choses en fait qui sont beaucoup plus intimes. Mais le parti pris est très spectaculaire dans l'univers et très visuel. Et ça, en France, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas encore à faire comprendre, ou que les gens ne veulent pas comprendre. Un film comme Gravity en France, personne n'irait dessus. Un film comme ce genre de film où tu as une intention aussi d'image et de cinéma dans un pays qui est si hauteur, ça coince un petit peu. Il y a des exemples comme dans La Brume, par exemple. Ouais, je sais pas s'ils ont eu des aides, j'en sais rien. Non, mais en tout cas, qui ont été portés sur écran avec effectivement Romain Duris en rôle principal. En tout cas, il y a des tentatives. On va peut-être se poser un petit peu plus tard la question de pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Je voulais juste aussi que Mathieu nous dise rapidement comment est-ce qu'il avait trouvé ses producteurs et aussi quel était son plan de financement, parce que si je comprends bien, Juste, on est dans un film qui est passé par une résidence et qui a été donc financé par le CNC, région, donc dans un format quasi classique, on va dire, de financement de films. Là où Romain travaille avec une productrice qui allait chercher de l'argent, donc de l'equity, j'imagine, le MG du vendeur inter, pas d'argent en tout cas français, enfin de fonds national. On a eu des Sofica et puis on a eu OCS et Canal. Oui, mais je veux dire, enfin, Mais pas public, argent quoi. privé, quoi, pas argent public. Ouais. Et toi, Mathieu? Alors moi j'ai vécu un peu les deux, puisque le premier long que j'ai fait au style, on était total indépendance, il n'y a même pas de MG du vendeur inter, c'est-à-dire qu'on était vraiment sur de l'argent privé, on a réussi à lever 1 million quand même, donc sur de l'argent privé, un peu d'equity, et vraiment tout seul. On est parti au charbon, d'où le fait de le tourner en anglais, pour pouvoir faire quand même des belles ventes, et au final on l'a vendu sur 55 territoires je crois, donc ça s'en est très très bien sorti. À part en France, on a eu une copie, mais sinon, on a eu une très très belle exploitation à l'Inter et en France en vidéo. Et le deuxième, par contre, c'est plus classique, ça, un peu plus ce que disait Romain, c'est-à-dire, je suis un peu dans le même cas où on a eu OCS, on a eu un beau MG du vendeur Inter, on a eu des Sofica, on n'a pas eu la CVS non plus, alors qu'on n'était pas persuadé de l'avoir, mais qu'on était vraiment dans les clous à tous les niveaux. On n'a pas eu d'aide en soi, mais par contre, après, on fait jouer le crédit d'impôt. Nous, on aurait pu le tourner dans les pays de l'Est, ça a été une question à un moment. Et à équivalence, on a préféré le tourner en France. C'était un poil plus cher, mais aujourd'hui, il y a quand même des efforts qui ont été faits là-dessus. Et pour un film qui était entièrement fait en studio, avec peu de comédiens, c'était ce qu'on voulait faire, c'était le tourner en France. Donc, voilà. Mais du coup, moi, j'ai été obligé de tourner le film en moitié anglais, moitié français. Puisque c'était le moyen d'avoir à la fois un MG conséquent du vendeur inter et d'avoir OCS. Donc c'est un peu le cas de Revenge par exemple, où narrativement on se débrouille pour le justifier, pour pas que ça fasse vraiment sortie du chapeau, et moi c'est justifié narrativement. Après on aimerait bien éviter, on aimerait bien tourner. Moi le troisième que je suis en train de faire là, qui est du genre aussi, là pour le coup, normalement on part sur du full français et du full financement français, mais c'est compliqué. Je pense que ce que tu disais, Romain, est très juste sur le fait que, en fait,
je pense que c'est lié aussi au manque de. C'est un serpent qui se mord la queue, c'est lié au manque de succès du genre en salle qui ne pourra exister que quand il y aura beaucoup de films de genre. C'est juste statistique. C'est-à-dire que si on regarde les comédies, tout le monde dit la comédie, ça marche en France. Si vous prenez toutes les comédies qui sortent dans l'année, il y a plus d'échecs que de réussites. C'est juste que les réussites sont énormes. Et en fait, c'est juste un côté industriel. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Et quand il y a beaucoup de choses, c'est-à-dire que si demain on avait, je ne dis pas 50, mais même ne serait-ce que 15 films de genre par an, de vrais films de genre produits par la France par an, oui, il y aurait 10 navets, il y aurait quelques bons films, il y aurait peut-être une pépite ou deux. Et là, on nous demande de faire des films de genre, de faire des succès comme si on avait, je sais pas, on était qu'un sniper, qu'on avait une balle et qu'il fallait tirer à 800 mètres, là où tous les autres à côté ont des grosses sulfateuses à bout portant. Voilà, c'est un peu c'est le serpent qui se mord la queue, mais on va pas se plaindre. Je pense qu'on est vraiment dans le bon moment où on voit que les mentalités changent. Mais surtout, on a Même pas les fait. mentalités, c'est les générations aussi de producteurs, de distributeurs qui ont grandi avec Spielberg et avec Star Wars et pas avec la nouvelle vague. Non pas que l'un soit mieux que l'autre. Ce que je veux dire, c'est que quand on veut faire du genre et qu'on se confronte à des gens qui, eux, n'ont pas ça en eux en termes comment dire, même de racines, c'est logique. Il y a même pas, c'est pas une question de dédain ou quoi, c'est une question de logique. Et c'est en train de changer, on le voit petit à petit. Je pense que sur 2021, par exemple, on va être à peu près à 3 fois plus de films de genre que les années précédentes. Et c'est pas pour rien. On voit que ça évolue. Il y a eu un effort, il y a un gros effort qui est fait du côté du CNC. Il y a des efforts aussi du côté de Unifrance. Donc, on est, on va dire, les gens qui faisons du genre en France de plus en plus, j'ai l'impression, accompagnés. Moi, je voudrais aussi vous poser une question. Je connais bien, j'ai partagé ta peine, juste puisque j'avais un long métrage qui devait sortir le 16 mars. Toi, tu avais La Nuée qui devait sortir demain, si je crois bien. Voilà. Donc, ça va être reporté. Donc, tu es dans un système, on va dire, un peu plus traditionnel. Vous, qui avez donc des films qui ont été financés, pas à la marge, mais différemment, sans financement public, qu'est-ce que ça représente pour vous, la sortie salle en France, Mathieu et Romain? Vas-y, Romain. Vas-y. Bah, en fait, nous, on s'est posé la question. Ça a été un long processus entre le moment où nous, on l'a tourné juste avant. Heureusement, on a eu de la chance parce que vu la fragilité économique du projet qui tenait si un jour je me tordais la cheville et je pouvais pas tenir la caméra, je pense que le film n'était pas fini, quoi. Donc c'était quand même assez fragile. Et du coup, on était content de l'avoir fini. Ensuite, s'est posé la question pendant le confinement, qui ont mis à mal évidemment la post-production, etc. Ça a été en fait que des challenges pour tenir, et heureusement tout le monde a tenu. Se sont posé la question des Netflix et Amazon, évidemment, qui sont en recherche de contenu et qui s'intéressent à ce genre de films pas encore sortis, qui ont plus de chances de marcher sur les plateformes que en salle. Moi, pour revenir juste une demi-seconde sur ce qu'on s'est dit, les échecs des films français, dans La Brume et le Revenge, on m'en a parlé pendant des semaines. À chaque fois qu'on parlait de financement, on me disait oui, mais ces films-là n'ont pas marché. Donc, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Les mecs qui devaient nous donner de l'argent. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a ce truc-là. Et en même temps, moi, depuis le départ, j'ai envie de faire un film de cinéma. Donc, nous, moi, en tout cas, le dernier voyage de Paul WR sortira en salle en mars 2021. Et il est distribué par Tandem. Sachant que Revenge n'est pas un échec. En France, effectivement, il a fait moins d'entrées que ce qu'ils imaginaient aussi, sans doute parce que je crois qu'il a été... Revenge, il a fait... J'ai pas les chiffres précis, mais le distributeur nous a dit Revenge, il a fait 20 000 entrées. En gros, ça va pas du tout, quoi. C'est pas ce qu'on attend d'un film. Exactement. Il a cartonné à l'inter, ça c'est sûr. Exactement, voilà. Donc c'est pas, oui, c'est un échec, c'est compliqué pour nous en France et ça envoie des signaux qui ne sont pas bons. Mais on peut pas dire que le film en lui-même, par rapport à tous les festivals, l'écho qu'il a eu et la carrière à l'inter, n'est pas un échec. Attention, parce que de toute façon, Revenge de base, même dans son financement, et Cory en parlerait mieux que moi, mais il est fait aussi en français et en anglais parce qu'il visait l'inter. Donc c'est un succès en soi. Nous, quand on a fait, c'est une grande nouveauté entre guillemets, je trouve. Ça a commencé avec Grave, où pour la première fois, un film qui faisait 130 ou 140 000 entrées, on a dit oh ça a marché parce que pour la première fois, on parlait d'un film par rapport à son budget et par rapport à son ambition financière. Donc c'est un succès parce que pour la première fois, on disait bah oui, ça n'a pas fait 1 million. Sinon, jusqu'à présent, il fallait que tous les films fassent 1 million pour être un succès, ce qui est une bêtise sans nom. Ça dépend de tellement de choses. Et Revenge, oui, c'est un vrai succès à l'inter, mais c'est même, je veux dire, indiscutable.
c'est sûr que quand le buzz a dû prendre de partout, je pense qu'en France, forcément, avec en plus venant juste après Grave, je pense qu'il y avait un effet. On va voir si ça prend. Après, c'est des films qui ont peu de copies. De toute façon, je veux dire, un succès, ça aurait été qu'elle fasse 100 000. Je crois qu'ils ont fait 40. Enfin, bon, ça reste super pour elle et elle va faire son deuxième long. Et le problème, il est que tout le monde nous attend avec le 12 chargé sur la gueule en mode Ouais. ah, vous faites pas 1 million d'entrées. Ce qui est ridicule, en fait. Nous, par exemple, le style, on ne devait pas le sortir en France. On l'a fait pour l'Inter. Il a été fait entièrement en anglais, il a été fait pour l'international. Et c'était une vraie volonté de notre part. Il se trouve qu'un petit distrib est venu après coup, alors que le film était sorti partout dans le monde. Est venu après coup nous dire, nous, ça nous intéresserait bien de le sortir sur quelques copies et tout. Est-ce que vous voulez? On a dit, bah, quitte à faire autant qu'il sorte. Ça a permis à peut-être 3 ou 4 000 personnes de le voir en salle. Ce qui est bien, puisqu'il avait été fait pour l'Inter, en salle. Après, par exemple, moi je vis l'inverse là avec Méandre, on est suivi par Alba Film depuis le début, Camille AMG qui veulent une vraie sortie, qui ont eu des super sorties là entre les deux confinements et qui ont vraiment réussi à prouver qui espèrent avoir un nombre maximum de copies. Voilà, bref, c'est en train de changer petit à petit. Ce qui serait bien, c'est effectivement, surtout dans notre microcosme du cinéma de genre, que soit pris en compte la vente inter, les succès à l'inter. C'est quand même des films qui sont faits pour être vus par beaucoup de monde, et on le voit avec le succès du film de Juste, de Roman Festival. C'est pas pour rien, en fait. C'est pas pour faire plaisir à l'ego des petits Français que ces films-là fonctionnent, c'est parce qu'ils ont une visée internationale et que ça touche des gens dans plusieurs pays. Alors que si vous montrez la plupart des films vraiment français, que ce soit comédie, plus auteur, ce que vous voulez, il y a plein de ces films-là qui ne marcheraient pas du tout à l'inter. Pourquoi? Parce qu'ils sont je vais prendre un exemple tout bête, mais il y a des films très sociaux, par exemple, qui sont super, mais qui ne vont pas être compris par un Espagnol ou un Italien parce qu'il n'a pas vécu les mêmes choses, etc. Alors que nos films sont censés être un tout petit peu plus ouverts, ce qui n'est pas forcément un compliment, mais plus ouverts, et donc fonctionnent de fait plus à l'inter. Le genre fonctionne à l'inter, c'est le cas depuis le début. C'est pas pour rien que les plateformes remplacent petit à petit ce qui était les cartons vidéo des films Alors de genre. justement, en parlant de plateformes, est-ce que vos films ont été achetés par des plateformes? Et si oui, sur quel territoire? Juste, tu peux commencer du coup. Ben, la nuée a été achetée par Netflix sur le territoire monde, hormis la France et l'Espagne, qui sont les deux lieux, les deux pays dans lesquels le film est distribué. Donc Netflix s'est positionné dès la Berlinale, c'était quoi, en février, sur un trailer, et a pris le film sur cette promesse. Très bien, donc il a suivi un petit peu le parcours de certains films comme Divine, Mercenaires, Voyage au Groenland. Ouais, bah, je sais pas, je connais pas trop leur parcours. Après, ce qui était chouette avec La Nuée, eux avaient vu Acide, en fait. Moi, j'avais déjà été contacté un peu par Netflix, et bon, je sais qu'Acide, a créé, enfin, je sais qu'Acide non, mais disons que j'étais dans un environnement favorable quand ils ont découvert La Nuée ou les images de La Nuée, en se disant que le court métrage avait déjà été un truc qui leur plaisait. Donc après, je sais pas par rapport à Maïmouna ou Mercenaires, enfin, de Sacha Wolf, tout ça, je sais pas trop, je sais pas trop quoi dire. Non, mais ce qui est intéressant, enfin, hormis les plateformes, c'est sûr que je t'entendais, Mathieu, et tu parlais de l'international, tu parlais de la vie des films. Enfin, ouais, j'ai l'impression, en tout cas, que le cinéma de genre offre des outils de narration qui sont très plaisants et très ouverts. Enfin, c'est sûr que des histoires plus intimistes voyagent un peu moins bien, et encore que, tu vois, tu parlais de films sociaux, je me disais que je comprenais très bien les films chinois qui parlaient de Ça dépend, bien sûr. enfin, tu vois, je crois que moi, disons, pour compléter un peu ce que dit Romain et Mathieu, j'ai l'impression, et je sais pas si, enfin, vous me direz ce que vous en pensez, avant de repartir sur les plateformes, Anaïs, je voudrais pas te faire perdre le fil de la discussion, mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc, et je vois d'ailleurs derrière toi, Mathieu, les références. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, enfin, nous trois, on a des références qui vont très loin dans des univers complètement différents. Enfin, et on fait une synthèse entre le cinéma américain et le cinéma de la nouvelle vague, en passant par le cinéma asiatique. Enfin, je crois qu'on a été curieux d'aller voir plein de formes différentes, et aujourd'hui, on n'a pas du tout de mal à, à faire vivre, enfin, ces références dans un univers
sans avoir forcément besoin de justifier cet univers en faisant mieux que, je ne sais pas, les références qu'on a, les films absolus. J'ai l'impression que ça joue aussi peut-être dans un climat qui change et qui évolue. C'est que, mais même toi, Anaïs, enfin, par rapport à ta filmo, il y a ce truc où je crois qu'il y a des synthèses qui se font. Je crois que dans les commissions, il y a aussi des cinéphiles qui mélangent et qui synthétisent et qui sont peut-être moins surpris de voir des formes visuelles ou de voir peut-être des récits moins dramaturgiquement moins, comment dirais-je, moins lourds, enfin, d'enjeux, de trucs, enfin, qui laissent aussi une part peut-être au visuel, enfin, qui donne en tout cas une promesse de spectacle et qui donne l'impression que c'est pas simplement du vent ou simplement un produit. Et je crois qu'aujourd'hui, on synthétise ce rapport à différents cinémas et qu'on arrive à l'incorporer. Donc, moi, à travers ma filmographie qui était plus film finalement d'auteur, enfin si je dois résumer basiquement les choses, avec du drame social, un portrait intimiste sur mon frère polyhandicapé, c'est sûr que quand je suis arrivé sur Acide et même sur La Nuée, enfin, ça aurait pu être un frein. Et puis en fait, dans les commissions, c'est devenu une forme de tiens, on a un scénario très en prise avec le cinéma de genre et un réalisateur avec une filmographie qui est finalement très éclatée et qui ne donne pas du tout la sensation d'être dans ce cinéma-là. Bon, voilà, il y avait une sorte de surprise qui était présente. Et je crois que, voilà, en parlant de Romain et Mathieu, j'ai l'impression qu'on est aussi là aujourd'hui à proposer des surprises de mélange, quoi. Je sais pas. Enfin, après, Je pense que ton film, moi, quand je l'ai vu, je l'ai trouvé vraiment top. Mais je pense que ton film, il s'approche plus aussi par exemple, d'un film comme Grave. C'est-à-dire que c'est un film qui a la force des deux. Il a la force de ce qu'on apprécie énormément en France et ce que les commissions, il faut quand même le dire, aiment, c'est-à-dire un côté plus social, plus auteur, etc. Et il a ce côté très très divertissant, qui assume aussi ces nuées de sauterelles tueuses qui sont enfin, qui racontent beaucoup de choses, mais qui offrent aussi une part de visuel, etc. Je pense qu'aujourd'hui, 2001, l'Odyssée de l'espace arrive en commission CNC. Les mecs le regardent et disent c'est pas possible, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, on comprend pas de quoi ça parle. Il y a vraiment, mais c'est normal et en même temps, c'est comme ça. Je pense qu'il y a des films qui s'y prêtent moins encore aujourd'hui. Alors, il y a un beau chemin qui a été effectué. Euh, je pense qu'on on a encore du chemin à faire dans cette direction-là. C'est un peu compliqué en fait, mais peut-être parce qu'on n'a pas eu les mêmes difficultés. Moi, j'étais un peu fatigué au bout de un an de rencontres et de discussions avec les chaînes, avec les distribs, avec les vendeurs, avec tout le monde, de sentir cette peur en fait, de sentir ce frein tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que je comprends que les mecs foncent vers les plateformes pour faire le lien sur les plateformes, foncent vers les plateformes qui leur ouvrent les portes beaucoup plus facilement en leur disant bah, vous voulez faire ça, bah, allez-y les gars, c'est plus facile. Mais en fait, à un moment, ça veut dire que ces tentatives-là auraient moins de place au cinéma traditionnel. Et moi, je trouve ça franchement dommage, quoi. Moi, j'ai eu l'impression, en voyant, parce que j'ai vu vos 3 films, donc il y avait quand même 2 voire 3 typologies de films qui se détachaient, quoi. C'est-à-dire effectivement un film comme celui de Mathieu qui va plus être proche d'un film, je grossis énormément le trait, hein, mais le film de Coralie Farja, Revenge, je mettrais plutôt dans le même type de film qui va répondre à certains codes. Enfin, moi, dans ton film, Mathieu, j'ai vu évidemment, j'ai vu du Buried, j'ai vu du Cube, c'est-à-dire du cube au tube, hein, même carrément, on peut faire un jeu de mots, quoi. J'ai vu The Descent, j'ai vu un petit peu d'Abyss, enfin j'ai vu toutes tes références, donc pour quelque chose qui est vraiment d'un fan de genre qui le criait vraiment à l'écran et qui est hyper intéressant. Là où évidemment dans le film de Juste, il y a quelque chose où évidemment dans les thématiques, on va toucher du petit paysan au nom de la terre, mais ce sont des films complètement différents, mais ce sont des films effectivement qui touchent aujourd'hui les gens, le public, des gens qui ne sont pas forcément fans du genre, qui est une croisée aussi avec du Alien, enfin, ça m'a aussi fait penser aux thématiques des films de Brisé, de Bellevaux. Enfin, on est vraiment dans un cinéma social et de genre. Et le social, tu le touchais déjà avec Ses Souffles, qui est un très beau court-métrage que j'avais vu, qui a maintenant, j'imagine, 5 ans. Donc, pour moi, tu viens à la base d'un cinéma beaucoup plus social que de genre, mais tu fais une belle synthèse des deux. Et toi, j'ai l'impression, Romain, quand je vois ton film, de voir une sorte de néo Caro et Jeunet, de quelqu'un qui a envie de mélanger les époques, de prendre justement de ces 3 films, tu es le seul vraiment qui fait lui carrément, enfin, qui montre à l'écran, qui fait de l'appel du pied avec des smileys, avec des références. J'imagine que tu es un fan des Goonies, etc. Donc, toi, on est encore presque un petit peu dans un truc différent où très référencé, mais littéralement à l'écran. Donc, vous êtes dans 3
cinéma qui sont, j'ai envie de dire, oui, 3 typologies de films qui, du coup, se financent elles aussi un petit peu, enfin, qui se financent elles aussi différemment pour le moment. Et la question, c'est effectivement comment est-ce qu'on va arriver à financer avec de l'argent public des films qui se revendiquent beaucoup plus d'un cinéma américain et de genre, je dirais pas premier degré, parce que ça pourrait paraître pour un truc un peu négatif, mais voilà, voilà, on va dire du pur film de genre. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de produire du pur film de genre en France? Bah, on verra, on verra. Moi, je sais que je proposerai pas, je repartirai pas. Je le savais sur un premier, c'était l'envie en tant que réal de, sur un premier film, proposer quelque chose de différent et enfin, mon film, il y a des voitures qui volent dans le ciel, il y a une fusée, une lune rouge, une France désertique, une tour Eiffel pétée. J'avais tellement envie de proposer en parallèle de l'histoire, qui fait plus écho à l'enfance, de m'amuser à proposer un univers assez fun, complètement ancré de pop culture, mais aussi essayer d'aller chercher la pop culture française avec des vieilles Peugeot, avec du Eddie Mitchell, tu vois, de vraiment faire une espèce de se dire, et pourquoi en fait nous on n'a pas le droit, pourquoi les Sud-Coréens font des films ultra pop qui peuvent être dark, qui peuvent être violents, qui peuvent être de genre, mais qui sont vivifiants. Putain, Parasite, quand tu le vois, tu sors, moi je trouve que c'est un film qui te charge d'un air nouveau, d'un truc qui fait du bien. Et les films américains ont aussi, alors moi je suis plutôt en vrai, ça m'intéresse pas du tout les films de super-héros, les trucs comme ça, mais les Tarantino et ce genre de films-là, c'est des films qui ont un vrai côté pop en eux. Et je trouve ça dommage en France que quand on veuille faire du genre, on ait ce truc de se dire non mais ça, faut le faire un peu moins, il faut le faire soit beaucoup plus sérieusement, soit plus socialement. Et ça veut pas dire que c'est pas bien, loin de là, ça peut être passionnant, mais ça veut dire qu'en fait, t'as quand même le droit aussi de faire un truc où tu te marres, où les gens se tirent dessus et où il y a des voitures qui vont dans le ciel. L'un n'empêche pas l'autre en fait, quoi. Et ça, ce pan-là, je trouve, en tout cas de mon expérience, et Dieu sait qu'elle est courte parce que j'ai fait qu'un film, mais c'était pareil sur mes courts-métrages, c'est plutôt compliqué en fait. Et puis c'est compliqué, moi je le dis, franchement, j'ai pas peur de le dire, les mecs me faisaient chier, les mecs qui lisaient aux commissions CNC, quand ils me disaient alors on va te faire un retour, et que je lis le retour, et je leur dis mais les gars, mais en fait quoi, de quoi vous parlez, enfin, t'as l'impression que les mecs t'expliquent des règles de cinéma, de machin, et t'as envie de leur dire mais j'en ai vu des films aussi, je sais, mais c'est pas parce que je propose ça que ça peut pas être intéressant dans cette forme-là en fait. C'est trop réducteur en fait de dire moi j'ai la pensée CNC, c'est comme ça qu'il faut faire des films. Les mecs, des fois tu lis les trucs et t'as juste envie de rire. J'ai un peu de, bon, pas de rancœur parce qu'en vrai j'ai fait mon film et je suis content, mais j'ai un peu une espèce de truc de dire putain, tous ces mecs à qui on n'a pas donné la chance, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la rage de s'autoproduire ou d'avoir des producteurs assez fous pour y aller, et à qui on a fermé la porte parce que ça rentrait pas dans le cadre, de la pensée de ce truc-là français. Et je trouve ça, franchement, je trouve ça dommage. Je pense qu'on a une politique de l'auteur et on demande aussi, et c'est ça peut-être qui bloque certains auteurs, on leur demande d'avoir une spécificité française. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Mmh. mais d'avoir digéré Ouais. certaines choses et du Ah, coup de délivrer des œuvres qui soient extrêmement singulières. Je ne sais pas ce que tu en penses, Après, Mathieu. moi, en fait, ça rejoint un peu ça, mais il y a un problème systémique avec le cinéma de genre en France, c'est que de base, à moins vraiment de faire du genre, mais alors, enfin, je veux dire, je vois pas qu'est-ce qui pourrait être du genre et avoir ce genre de financement. On n'aura pas de TF1, M6, tout ça. On aura deux chaînes possibles, c'est Canal et OCS. Ce qui veut dire que de base, on est un cinéma qui a besoin encore plus que les autres d'être aidé, de base. C'est-à-dire que pour dépasser les 3 millions d'euros en France, c'est quasiment impossible. Or, c'est le cinéma qui a le besoin de plus d'effets spéciaux, plus de costumes, plus de décors. Donc, on est déjà dans un problème de base qui est le genre de cinéma le moins aidé et qui a le plus besoin d'être aidé pour des vraies raisons artistiques et visuelles. Déjà, il y a un problème de base là-dessus. Donc, il faut prendre des chemins de traverse, il faut réussir, par exemple, juste, je parle de ton film parce que on voit vraiment le succès en festival et la revue. Je pense que c'est une partie, au-delà de la qualité du film, évidemment, qui fait qu'aujourd'hui, le film de Juste est vraiment mis en avant. Mais s'il n'avait pas eu tous ces succès et cette reconnaissance hors de France, est-ce qu'aujourd'hui, il y aurait cette espèce de truc qui en planète autour du film? Je ne sais pas, peut-être, bien entendu, parce que le film est bon, mais ça ne suffit pas toujours. Et je trouve ça dommage qu'en fait, en France, les films ne soient pas plus aidés à la base, ne soient pas plus poussés. Et je parle des films de genre, on est vraiment dans ce problème-là où on a besoin de l'être. Vraiment, en toute logique, c'est bien que le CNC ait fait une aide pour le film de genre. Mais moi, ce que j'entends, on en prend 3 et les autres, allez vous faire voir. Alors que de base,
on devrait être un des cinémas. Je ne veux pas dire que tous les films de genre devraient l'avoir, mais ça devrait être un petit peu plus, on doit avoir un peu plus d'échanges, être un peu plus pris en compte et pouvoir un peu plus discuter de tout ça, puisque de base, comme je l'ai dit, on n'a que 2 chaînes qui peuvent nous aider. Et vous pouvez demander, que ce soit OCS ou Canal, ils vont vous dire, nous, on n'a pas vocation à mettre la moitié du financement d'un film, quel qu'il soit. SND aussi, groupe M6 va sur les films de genre. Oui, mais SND, c'est pas une chaîne. Donc, c'est pas la même force de frappe, entre guillemets, par an. Là, c'est en train de changer avec les plateformes qui vont avoir une obligation d'investissement. Donc, tant mieux. Mais voilà, je veux juste dire que c'est quelque chose qu'il faudrait prendre en compte. Après, je trouve qu'on ne peut pas vraiment râler non plus parce qu'on est là, nos films, on les a fait. On a certes galéré à les faire, mais on est là, quoi, et on les a fait. Et moi, je pense que c'est tout ce qui compte, en fait. Ouais, et puis le faire comme on l'a fait, moi j'ai pris, en vrai, je me suis éclaté à le faire. J'avais l'impression d'être dans les années 70 et de bricoler. La fusée, c'était dans une grange au fin fond du Maroc. Enfin, je te dis, à la fin de journée, je courais avec ma caméra d'un endroit à l'autre. Tout était de la bidouille du système, de la démerde, des flingues, c'est des jouets qu'on a repeints. Et en fait, il y a un côté artisanal aussi qui va bien avec ce genre de film. C'est rigolo sur un premier, je le ferai pas sur 3 ou 4 en fait. Est-ce que du coup, vos 2 films, Mathieu et Romain, ont été du coup, est-ce qu'il y a eu des discussions avec des plateformes ou pas? Et encore, je me permets encore une parenthèse, hein, Mathieu, parce que je pense qu'il y a toujours des exceptions, mais Atlantique, le film de Mathieu Diop a quand même été aussi acheté par Arte. Et je pense Bien que sûr, c'est non, un mais film de genre. il y a toujours des exceptions. Ce que je veux dire, c'est bien sûr, et c'est vrai qu'Arte, oui, j'ai pas rebondi là-dessus, mais c'est vrai. Mais c'est juste plus complexe. C'est tout. C'est juste ce que je veux dire. Il faut Après, penser à la case de 20h30, 21h aussi. bien sûr. Du problème avec le genre. Mais attention, on ne va pas changer ça, c'est logique. Il y a une question de logique. Si on se dit, tiens, je vais faire du film de genre en France, on part déjà avec des handicaps, il faut le savoir. Et on ne peut pas râler derrière, c'est logique. Donc évidemment qu'on ne dit pas c'est dégueulasse que TF1, M6 ne nous produisent pas. Il y a une question de logique de base. C'est juste que, comme on est dans un système qui, heureusement, permet de faire du cinéma grâce à tout ce système conventionné, de chaînes, etc., d'obligations d'investissement, mais personne ne peut râler là-dessus. Ça, plus le fait que sur chaque billet, il y a de l'argent qui revient au CNC. Enfin, tout ça, c'est un super système. C'est juste que pour nous, pour le cinéma de genre, on le sait, on part avec un handicap. Mais enfin, comme je disais, nos films existent. Donc Par rapport aux plateformes, oui. Du coup, je vous ai égaré. Alors, Méandre, je ne peux pas trop en parler puisque c'est encore en train de se faire, mais nous, on a plus des deals avec des sorties salles pour l'instant. Donc, officiellement, non, pour l'instant, pas de plateforme. Mais après, je parle en première sortie. Parce que, par exemple, Hostile, c'est un film qui est sorti en salle dans tous les pays où il a été acheté, la plupart quasiment, et qui derrière se retrouve sur Amazon Prime Vidéo en streaming directement, mais pour la vidéo, pour la deuxième case, on va dire, on va appeler ça comme ça. Donc là, non, pour l'instant, sur Méandre, il n'y a pas de. En tout cas, pour l'instant, c'est en train de se faire. Et Paul WR, mon film a été financé en grande partie par les ventes Inter, enfin par le vendeur Inter, et qui voyait un gros potentiel à l'Inter. Donc non, la question s'est posée pendant le confinement. Évidemment, on a réfléchi, on a discuté avec les plateformes. Après, il y a une vraie envie, toujours dans cette idée de proposer, d'être une espèce de tenter quelque chose et de pas d'aller au bout de ma démarche. Ma démarche, c'était de faire un film de cinéma qui proposait quelque chose de différent. Donc j'ai essayé de le tenir en allant jusqu'au bout, accompagné par les producteurs. Moi, je pense vraiment que c'est un film qui est voué à être vu en grand. Alors après, il y a du débat, machin, tout le monde a des vidéoprojecteurs, on peut. Mais pour moi, il y a un truc dans les salles qui est quand même différent et je pense que mon film est plus sa place dans une salle que sur un écran d'ordinateur. Donc non, moi j'ai une grosse préférence sur la première sortie pour la salle, et c'est ce qui sera le cas. Donc vous continuez à faire des films pour le cinéma et pour la salle. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà, l'un n'empêche pas. Je discute en ce moment avec une plateforme pour un projet de série. Je trouve ça génial en fait. Et l'un n'empêche pas l'autre. Même il y a certains films que je pourrais envisager pour les plateformes. Mais il faut aussi qu'on ait accès au cinéma, je pense. Ou pas. Voilà, en tout cas, moi, pour revenir là-dessus, pour moi, le cinéma, tu vois, moi, la nuée qui se retrouve en Netflix, je trouve ça génial. Et puis moi, si on nous l'avait proposé, on l'aurait pris aussi. Ce qui est important, c'est que les films soient vus, déjà, premièrement. Ensuite, aujourd'hui,
c'est pas comme il y a 10 ans. Ce qu'on a dans nos salons, pour la plupart, permettent quand même d'avoir une vraie expérience. Et bien entendu, ça remplacera jamais la salle. Bien entendu, l'expérience du collectif, etc. Maintenant, il faut pas oublier un autre truc. Je pense, enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. Tous les films qui ont forgé ma cinéphilie, je les ai découverts en VHS sur ma télé pourrie cathodique. C'est Ce qui vrai. n'a pas empêché que j'ai pris des chocs en pleine gueule. Je pense qu'ils sont, quand on dit pour la salle, de toute façon, et surtout nos films, seront découverts massivement, pas en salle. Sauf si on faisait 3 millions d'entrées, on serait content, ce qui ne sera jamais le cas. Donc, l'idée, c'est quand même de dire qu'on les fait pour que des gens qui aiment la salle n'aient pas de barrière, puissent les voir en salle. Que ce soit en festival ou sur les 2 semaines, 3 semaines où le film sort et où il fait sa petite vie, que les gens qui disent « moi, je voulais le découvrir en salle » puissent le découvrir en salle. Maintenant, il faut être conscient que nos films vont être vus majoritairement pas en salle. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir faire les deux, même ne serait-ce qu'un peu. Qu'un film, par exemple, soit acheté Netflix Monde, qui fasse un peu de festival avant, je trouve que c'est bien. Parce que ça permet au mec qui veut vraiment le voir en salle, de le voir en salle. Et puis celui qui veut voir le film tout court, de le voir, au lieu de dire non, je ne le verrai pas. Voilà. Et puis, ouais, et puis la salle, on était tous les trois à Sitges. C'est quand même, franchement, bon, c'était une édition un peu particulière. Sitges, c'est donc un festival en Espagne. Festival Le Genre, cultissime, qui a une hyper bonne énergie, même si c'était une année un peu particulière. Mais l'air de rien, quand tu es dans une salle entourée de centaines de personnes qui se mettent à applaudir ou qui aiment bien un moment, qui décrochent à un autre, mais tu sens quand même un truc, c'est quand même cool. Et effectivement, tu as complètement raison, sur les VHS, quand on était petit, on a découvert des films dans des conditions dégueulasses et on les aimait quand même. Et puis le monde a changé aussi. On est dans un truc maintenant où les films sont quand même consommés plus vite, oubliés plus vite. La VHS, c'est un objet, tu l'as gardé, tu l'as partagé avec tes potes, tu l'as loué. Enfin, il y avait un truc. Aujourd'hui, ça va tellement vite que j'ai l'impression que sur les plateformes, c'est encore plus instantané, quoi. C'est-à-dire que le film sort, on a un article et le lendemain, hop, il y a encore un autre truc. Et moi, je suis un peu nostalgique bêtement de ce truc-là, que le film reste un peu un objet. Heureusement, il y a des films qui restent, hein, mais un truc de partage. J'aime bien ce concept-là, en fait. Je rebondis juste sur quelque chose, effectivement, que tu as dit tout à l'heure, sur est-ce qu'aujourd'hui, si on emmène 2001 au CNC ou dans une commission, que vont dire les lecteurs? Je crois qu'il y a aussi quelque chose de l'auteur qui le porte et de comment est-ce qu'il est identifié, de ce qu'il a fait avant. Et que si évidemment Claire Denis arrive avec son film dans l'espace, c'est Claire Denis. Ouais, c'est vrai. Il y a une manière de porter le regard du lecteur qui est différent, comme quand il y a un grand événement sur Netflix, comme un Scorsese, où évidemment, il va y avoir du buzz et ça va durer plus longtemps que ces films un peu Kleenex qui sont produits rapidement, qui répondent à des codes avec souvent les mêmes comédiens et qu'on a oublié le lendemain. Et bon, après, personnellement, la grande question avec ce qui se passe aujourd'hui et le confinement, c'est notre système français fonctionne aussi de manière extrêmement vertueuse grâce au CNC, grâce à la salle, et que tout se remet en question aujourd'hui. Il y a des plans de relance, on a une chance incroyable pour ceux qui bénéficient mais même d'ailleurs, sans avoir une aide publique, le crédit d'impôt, même nos vendeurs internationaux qui sont extrêmement bons, nos distributeurs qui se battent, on a vraiment de la chance d'être en France, hein. On ne peut pas c'est clair. par rapport à d'autres pays. Moi, ce que j'aimerais, parce qu'il nous reste que 8 minutes, c'est que vous me disiez un petit peu où est-ce que vous en êtes, vous, quel sera votre prochain film, ou est-ce que ça va être le même genre de film, puisque vous avez fait quand même, tout le monde n'a pas vu vos 3 films, mais ce sont quand même des films de fin du monde, pour ainsi dire. En tout cas, ils ont ça en commun, si j'ai pas envie de spoiler non plus. Donc, où est-ce que vous en êtes? Et voilà, chacun d'entre vous, où est-ce que vous allez là? Eh ben alors, juste non, mais je vais répondre ça rapidement. Simplement, je voulais parler du ticket de cinéma parce qu'on parlait de spécificité française. Et effectivement, la salle permet aussi de dépasser techniquement le travail sur le film. C'est-à-dire que c'est un travail sur le son, on spatialise, il y a des nuances que l'écran, l'ordinateur ne permet pas. Et puis surtout, il y a aussi le refinancement des autres projets où aller en salle, c'est aussi financer les futurs films de Mathieu, les futurs films de Romain, tes futurs films à toi, Anaïs, peut-être les miens, bref, patati. Donc la salle, c'est pour moi le cœur même de tout. Les projets, je suis encore un peu sur le thème de la fin du monde. Alors de différentes façons. Le plus abouti, c'est Acide en long métrage. Là, on est sur une V1 et les choses commencent à chauffer assez fort. Voilà. Et puis après, le reste, alors c'est marrant parce que moi j'avais des projets différents, mais le fantastique de la nuée a créé un décalage sur mes histoires et je commence à aimer ces outils. Romain en parlait. D'avoir des outils narratifs complètement nouveaux pour raconter les mêmes histoires, mais avec un pas de côté,
avec tout d'un coup une mise en scène qui prend de l'ampleur, ou je ne sais pas, mais qui prend du volume, qui prend de l'espace, qui prend de la vitesse, qui prend de l'explosion, qui prend du feu. Enfin bref, d'avoir comme ça des clés qui permettent qui permettaient de me raconter mes thèmes, mes histoires, mais en les déployant sur des thèmes et des outils qui me permettent d'aller beaucoup plus loin dans les univers. Ça donne envie. Ouais, complètement. Du coup, j'enchaîne. Alors moi, j'ai un film qui est La fin du monde. Alors c'est la fin d'un monde parce que c'est un film, c'est sur les gangs parisiens, les Apaches, au début du siècle, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Donc il y a un peu ce climat de belle époque, de moments un peu magiques où la ville est en effervescence totale, sans savoir qu'ils vont se prendre un coup près monstrueux et que le nouveau siècle qui approche va pas être l'espèce de rêve qu'ils étaient en train de fantasmer. Donc c'est un film de gang assez marrant. Donc ça, c'est un gros projet que je développe toujours avec Fanny Payou. Et j'ai écrit une série de bouquins pour ados qui s'appelle Gary Cook, et on est en discussion avancée avec des plateformes pour le développer en série. Et cette fois, c'est la fin du monde, mais c'est recouvert par l'eau, après le désert de Paul W. Ok. Moi, de mon côté, alors, comme c'est en train de se dealer, je ne vais pas trop en parler précisément, mais j'ai en fait j'ai deux films de genre qui sont totalement différents dans leur financement, parce que j'en ai un qui est en train de se placer en full international et un autre en full français. Donc vraiment deux trucs très très différents, mais du genre encore, comme quoi c'est possible et que ça permet effectivement, si je les enchaîne, j'ai la chance de pouvoir enchaîner assez vite. Enfin non, normalement, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas souvent du film de genre, et surtout quand on fait un premier film, puis un deuxième, c'est toujours un peu là où on galère le plus. Donc j'ai ces deux projets-là en parallèle qui devraient, en tout cas un des deux, être annoncés bientôt. Et j'ai aussi l'adaptation d'une BD française médiévale, un très très gros film. Et donc, qui dit très très gros, dit très très long. Et très très gros budget. Ça, c'est un gros budget, mais qui n'est pour l'instant pas là. Mais en tout cas, qui intéresse beaucoup. Voilà, donc ça sera ou pas, on verra, mais ça va mettre du temps. Et j'ai aussi l'adaptation en série d'un jeu vidéo, et pareil, je ne peux pas en parler non plus. Ça dépend malheureusement pas de moi, j'aimerais bien en parler. Mais voilà, plein de choses. Après, je pense qu'on est un peu tous dans le même cas. On est obligé d'avoir beaucoup de projets pour qui voient le jour. Je pense que voilà, la chance qu'on a, c'est d'être dans, je pense, plutôt une bonne période pour nous, qui nous permet, au-delà des plateformes, mais même de tout le système qui est en train de bouger, et d'avoir des nouveaux interlocuteurs et de pouvoir développer des nouvelles choses, quoi. Je pense que, je sais pas, je pense que c'est votre cas aussi, les gars, mais de vraiment discuter, en fait, d'avancer et de trouver enfin des interlocuteurs qui nous comprennent et qui ont les mêmes influences que nous, en fait. Et pour rebondir par rapport à l'Inter, par rapport à ce que tu dis, etc., il y a un truc, parce qu'on est aussi là hébergé par Unifrance, il y a aussi ce truc de la chance aussi de ces festivals et de certains supports français qui aident les films français à s'exporter et à être vus. Et la chance qu'on a eue, là, on est relié grâce à ça, grâce à Saint-Sébastien aujourd'hui, mais on était à Sitges aussi. Moi, j'étais en Suède la semaine dernière. Enfin, il y a le fait d'avoir ces films français qui voyagent et qui sont vus et appréciés. En fait, c'est marrant, je me suis souvent soutenu entre guillemets, par l'Inter sur Paul Louler, mon court-métrage. Les Américains et le marché américain a répondu beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Donc c'est aussi, en fait, c'est en vrai une chance. Et en fait, à un moment, on se rend compte que en étant malin entre la France, entre les réseaux, entre les plateformes, entre les ventes inter, si on a vraiment envie de faire des choses, si on s'en donne les moyens, en fait, rien n'est impossible. C'est juste qu'on en chie un peu, quoi. Et on manque un peu de nana là quand même sur ce panel. C'est vrai. Je serais ravi de vous faire parler Fanny Payou, ma productrice, parce que c'est très courageux. Et comme toi, Anaïs, c'est très courageux de tenter de proposer des choses différentes. C'est tellement cool en plus d'avoir d'avoir la chance de défendre des réals qui veulent, des réalisatrices évidemment, qui veulent proposer des choses un peu différentes. Il y en a besoin. Mais je pense qu'il y a une nouvelle génération qui a envie d'y aller. Complètement. Oui, je pense que ça arrive. Juste demandais qui a déposé un projet à l'appel de genre CNC. T'es dans la commission juste ou pas juste tu vas savoir si ça. Non, parce que justement, on parle du renouveau entre guillemets. Et bon, j'ai bénéficié de cette aide sur la nuée.
C'est la 3e édition et je me demandais innocemment si vous aviez eu le temps d'avoir des projets en développement et de les avoir déposés cette année sur ce rendez-vous. Moi, j'ai une amie productrice qui passe l'oral, là. D'accord. En tout cas, l'oral, on verra. Oui, on croise les doigts pour elle. Non, moi, non, pas. C'est une question pour le coup vraiment de temps avec le tournage, la post-prod de Méandre, le confinement, les festivals. Enfin, voilà, moi, j'ai pas eu le temps je voulais pas. Je trouve que c'est super qu'il était là et je voulais pas écrire pour l'aide. Donc, voilà, sûrement l'année prochaine, mais en tout cas, là, pas cette année. Ok. Et Axel demande très justement les dates de sortie des films en France, du coup. Juste. Ben, Ouais, on aimerait bien savoir. non, on sait pas trop, on sait pas encore, voilà, enfin, on sait vraiment pas. Alors moi, je bénéficie d'une codistribution avec Capricci et The Jokers. Et The Jokers avait vécu un truc assez dur avec Vivarium à peu près en même temps que toi, Anaïs aussi. Donc j'ai des codistributeurs aguerris à ce système d'aléas un peu bizarres, mais non, en tous les cas, on se soutient, voilà, on reste sur on reste sur le feu, mais on ne sait pas du tout. Là, clairement, il y a une mise en pause pour voir comment les choses évoluent, si elles évoluent dans le temps. Enfin, je pense que pour vous, c'est pareil. Donc, il y a du 2021, mais pour le moment, voilà, on attend de voir. Ouais. Bah nous, on s'était dit qu'on allait sortir peut-être là tout de suite, et en fait, non, on va attendre 2021. Bon, et ben écoute, en tout cas, moi, je vous souhaite le meilleur. Je ne veux pas savoir quand il sort mon film. Tu nous avais pas dit mars? Quelqu'un avait parlé de mars? C'était Romain, je crois. Ouais, c'est moi. Non, nous, il sort le 10 février. 10 février. 10 février, il est prévu pour sortir le 10 février depuis le début. Donc, on croise les doigts pour que ça se fasse. Si juste tu peux éviter de sortir ton film le 10 février en face, parce que j'aimerais bien faire quelques spectateurs. Message pour Capricci, pour The Jokers alors. Voilà, mais non, mais voilà, on verra. Je pense qu'on est tous dans le même cas aussi de se dire on ne sait pas, on a bien vu, on ne sait pas ce qui se passe. Et je pense que juste quand il y a eu je me souviens de ce tweet de Jokers en disant on ne sait pas trop, on sera dans 2 semaines. Tout le monde se dit oui, enfin ça va, dans 2 semaines il va quand même sortir le film parce que. Et en fait non, même. Donc on ne sait pas, on peut même pas savoir ce qui se passera dans 3 semaines. Donc on croise les doigts et puis on verra bien. En tout cas, bravo à tous les 3 pour vos films. Merci. Merci beaucoup. Et à bientôt en vrai, on espère. Oui, on espère. À très vite. Très bonne fin de journée à tous. Ciao, merci. Merci beaucoup.